Donc Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, est avec nous. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Bon, alors j'y ai pas pensé, je voulais amener la photo d'Eisenhower. La photo d'Eisenhower, mais parce qu'il y a deux Eisenhower finalement. Ah oui, dans l'histoire, oui. Non, mais il y a le débarquement Oui. et j'ai vu quand même l'opération de vaccination. Je ne sais pas si c'est ton avis, mais 3 millions de personnes vaccinées chaque jour. Seule l'Amérique est capable de faire ça, quoi. Enfin, voilà. Et puis, il y a Eisenhower, président des États-Unis, dans les années 50. Absolument. Donc, c'est plutôt 52 et 60. C'est plutôt celui-là que tu... Oui, parce que c'est le dernier grand programme d'infrastructure publique, enfin de transport public des États-Unis d'Amérique dans la période contemporaine. C'est les années 50, c'est entre 52 et 60. Eisenhower a utilisé tout son crédit politique, qui était fort à l'époque, puisqu'il avait la légitimité de la Seconde Guerre mondiale. Et il a utilisé... Lui, il l'avait vraiment gagné la guerre, contrairement à celui qui, chez nous, à la même époque, utilisait le même crédit. Pardon. Pardon pour cette parenthèse. Français. C'est relatif par rapport aux Américains et au monde. Et il a utilisé tout son crédit pour, justement, initier, résister et faire face à la résistance des États fédérés, il ne faut pas l'oublier, et ça va être un point pour les prochaines années, pour mettre en place un grand plan d'autoroutes et de routes sur tous les États-Unis d'Amérique. Il y a eu, je crois, si je me souviens bien, 41 000 miles de construits sur, je ne sais pas, ça a duré plusieurs décennies. Et l'initiative est venue d'Eisenhower. C'est intéressant ce que tu dis sur la guerre, parce que Eisenhower, qui était évidemment un officier général, avait été très impressionné durant la Seconde Guerre mondiale par les autoroutes allemandes, qui avaient favorisé, évidemment, le transport des troupes allemandes du Troisième Reich et la mobilité. Et les États-Unis d'Amérique, aussi fou que ça puisse paraître, alors qu'il n'y avait pas le transport aérien intérieur dans les années 50 aussi développé, avait un réseau de routes assez pourri. Pour rejoindre même, je sais pas, de villes assez proches, Chicago, Detroit, c'était compliqué. Enfin voilà, je ne parle pas au niveau des inter-États. Enfin, ça, il a vraiment mis en place un maillage qui a été à l'origine de gains de productivité mesurés par toute une série d'études et une réduction considérable de la mortalité sur les routes. Parce que c'était terrible à l'époque, hein. Ouais, c'était le bordel. Et il a fallu tordre le bras des États. Ouais. C'était très compliqué. Qui ne voulaient pas. C'est une permanence des États-Unis d'Amérique, ça, de toute façon. Hein, c'est pour ça que le big government, etc. Absolument. Voilà. Donc, oui, parce que c'était l'intérêt de la fédération américaine. C'est pas l'intérêt de tel ou tel État. Ouais. Et donc, il a fallu résister par rapport à ça. Et il y en a eu pour des centaines de milliards de dollars, mais étalés sur plusieurs décennies, en fait. L'initiative est partie de Eisenhower. Mais Roosevelt y pensait déjà dans les années 30. Voilà. Et alors, donc, c'est le plan d'infrastructure de Biden Oui, parce que dans Biden, il y a deux choses. Il y a le social, pour la première fois, depuis, alors là, non pas Eisenhower, mais Lyndon Johnson, parce que c'est Lyndon Johnson, dans sa campagne de 64, qui propose, mais ça avait déjà été... on en avait parlé déjà avant, mais qui propose vraiment Medicaid et Medicare, les deux programmes sociaux les plus importants, en matière de santé surtout. T'as Obama quand même derrière en termes de santé, si tu veux t'appuyer sur Medicare. L'impulsion quand même en termes de transferts sociaux, la plus importante, c'est Medicare. Enfin, c'est la Social Security dans les années 30, c'est la retraite, et surtout Medicaid et Medicare. Alors Medicare, c'est pour les personnes âgées de plus de 65 ans, c'est l'assurance santé principalement, et Medicaid, en fait, c'est plutôt pour les personnes démunies, donc tu peux être à moins de 65 ans. Et donc c'est 65-66. Il y a eu des débats au Congrès extrêmement importants, et donc là, ça... Alors, pourquoi il y a ça ? Parce qu'il y a ça chez Biden aussi, dans sa relance des 1900 milliards. Et donc, tu dis, il y a le social et il y a les infrastructures. Voilà. Et d'ailleurs, dans son plan là, de Biden, je parle, des 2250 milliards, il y en a à peu près 610 qui vont vers les infrastructures de transport. Est-ce qu'ils vont... Parce que, il se trouve que... Alors, tu vois, c'est intéressant, mais j'avais fait, en tant que reporter, les deux élections de Clinton aux États-Unis, et c'était déjà le débat, et c'était déjà le sujet. Je me souviens d'Obama présentant un grand plan d'infrastructure et Trump présentant un grand plan. Jamais, en fait, ils ont réussi à les mettre en place. Alors là, il y a quand même la majorité démocrate dans les deux chambres. Ouais. Et il a 1 an et demi devant lui, puisque les élections du midterm, c'est 9 ans, enfin, on va dire une bonne année et demie, de 20 mois devant lui. Donc il peut impulser quelque chose quand même. Sachant que, alors, au fur et à mesure du retard, si tu veux, la durée moyenne des équipements publics n'arrête pas de progresser. Il y a une institution aux États-Unis qui est très connue, c'est l'American Society of Civil Engineers, qui publie assez régulièrement l'état des infrastructures. Et la dernière que j'avais lue, c'était en 2016. Il y avait une infrastructure gap, c'est-à-dire un manque d'infrastructures, de rénovation et de construction de nouvelles infrastructures de 2000 milliards de dollars.
sais pas si tu vois, mais 2000 milliards de dollars, je sais pas, aujourd'hui... c'est 10% du PIB actuel. Oui, mais ça fait plus peur à personne, 2000 milliards Ok, pour le finance, pour la banque centrale. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est de l'argent de poche, là, 2000 milliards de dollars. Ça veut dire que pour assurer les besoins fondamentaux de l'économie américaine, et c'était en 2016. Et là, sur les infrastructures les plus traditionnelles, transport, c'est routes, autoroutes, mais c'est les ponts, tout simplement. Les ponts, au moment de l'effondrement du pont de Gênes, l'Amérique avait fait un espèce de grand scanner de l'ensemble de ces infrastructures. Absolument. Ça avait été, mais catastrophique. Et tu as encore, je te parlais de la mortalité sur les routes, le dernier chiffre qui me vient en tête, c'est 35 000 morts. Ils sont 5 fois plus que nous. Nous, on a 3 000 morts sur la route. Ils sont 5 fois plus. Ils devraient avoir 15 000 s'ils devaient avoir la même. Et ils sont à 35 000 à peu près. Donc il y a un sujet pas seulement économique, il y a un sujet même de mortalité, de dépenses de santé, etc. Bon, mais donc ta conviction, c'est que là, il a les armes politiques, il y a la volonté, et il y a peut-être même un climat politique pour avancer. Parce que, comme tu le dis, l'important, c'est le retour de l'État fédéral. Là, il faut une impulsion fédérale dans le domaine des infrastructures. Mais qui est rendu possible par justement ce qui s'est passé autour de la vaccination ? Je pense, d'une part, et d'autre part, bon, il y a le facteur politique. Il y a quand même beaucoup d'élites républicaines qui sont d'accord aussi avec ça. Même Trump, Trump était favorable. Trump était complètement favorable. Lui balançait même 2000 ou 3000 milliards. Enfin, lui, il n'hésitait pas. Simplement, il ne s'est pas investi là-dedans. Vis-à-vis du Congrès. Et juste en passant, puis ça va nous amener à l'autre sujet, mais en fait, ça m'avait échappé les baisses d'impôts sur les entreprises concédées par Trump. J'avais oublié qu'il était descendu si bas. Ah oui, 21. Et c'est ça, qu'il était descendu à 21. Oui, lui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour revenir au... Tu parlais des... Plus de 30, quand même, voilà. 35. Et ça n'avait pas bougé depuis des décennies. Et juste un truc sur les infrastructures. Il n'y a pas que les routes, il n'y a pas que les infrastructures de transport. D'ailleurs, dans le transport, il y a le véhicule électrique, il y a les recharges, ça. Il y a toutes les infrastructures... Télécom. Télécom, énergie même, distribution d'eau, réseau électrique, haut débit. Il y a les infrastructures immobilières, les bâtiments publics, hôpitaux, écoles, etc. Et il y a même les infrastructures sociales au sens général du terme, l'aide aux personnes les plus en difficulté, les handicapés. Enfin bref, il y a une volonté même d'aller au-delà de la définition traditionnelle des infrastructures. Voilà. Alors oui, c'est financé en partie par des hausses d'impôts. Oui. Non, mais puis c'est un grand coup de modernisation pour l'Amérique. Voilà, c'est le pari. C'est le pari. Dans effectivement un moment où ça ne coûte rien de s'endetter. Tiens, ça aussi, ça m'avait échappé. Mais alors ça date pas d'hier, mais j'ai vu le chiffre ce matin. La France s'est endettée à 50 ans à 0,6%. C'est énorme. non, mais je pensais à l'ensemble de ceux qui me disent « Ah, quand les taux remonteront !» 50 ans, les mecs. 50 ans, ouais. T'as une génération, quoi. Ouais, c'est pour ça que ceux qui disent que les flux bien sûr, les flux d'émissions là aujourd'hui qui vont exploser et qui explosent aujourd'hui, c'est un problème sur les taux. Je leur dis non. Voilà. Non, alors, mais quand même, est-ce que là, je lis partout, ça y est, la finance est redevenue folle, on a perdu des repères, donc il y a la faillite de cette fintech britannique là, oui, voilà, alors il y a Family Office. Il y a un Family Office, une fintech britannique, tu me parles même de Wirecard, ça c'était cet été. Oui. Comment est-ce que tu vois les choses ? Que dalle. Aucune espèce d'importance. Archéos, je crois, c'est 25 milliards en tout. Le PIB américain, c'est 21 000 milliards. 25 milliards, c'était le Family Office les Family Office suisse. Si tu veux, moi je le vois. Donc ils sont hors toute régulation, c'est ça le problème. Et voilà, quoi. Et donc, toute régulation, n'exagérons rien. Le gars se fait un petit kerviel légal, quoi, à 25 milliards, oui, c'est ça. C'est pour ça que moi je dis sur les family office, parce que je les connais bien, de temps en temps, tu vois, c'est un chef d'entreprise qui vend sa boîte à 60 balais. Je sais pas, il était spécialisé dans le poulet ou je ne sais quoi. Bon, il a plusieurs dizaines de millions en patrimoine, voire centaines de millions. Et le gars n'y connaît, mais rigoureusement rien dans la finance. À peine faire la différence, une action, une obligation, aucune culture historique, aucune culture même, je veux dire, en termes de sensibilité. Très bien. Et donc, effectivement, il y a des problèmes, mais sur le plan macro, c'est que dalle. Enfin, voilà, il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils confient cet argent à des professionnels. À des professionnels, et qui fassent gaffe à ce qu'ils racontent, qui diversifient bien et qui essayent de se former. Voilà, moi, je forme des gens à la finance. Ah, c'est intéressant, ça. De se former, parce que moi, j'ai fait des séminaires de formation, des gens quinquagénaires, sexagénaires, qui n'avaient jamais été... Oui, c'est ça, qui ont fait fortune dans leur secteur. Qui ne connaissaient pas grand-chose dans la finance de marché, quoi. Tu vois, qui n'avaient aucune idée de la rentabilité réelle, même des actions historiques, sur la base des États-Unis. Qu'est-ce que c'était que la prime de risque ? La vol, comment tu la mesures ? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. La volatilité, comment tu la mesures ? Tu vois, l'euro-dollar, ça dépend de quoi ? On ne sait pas. Un marché action, ça
monte, mais pourquoi en fait? Pourquoi ça, de temps en temps ça baisse? Des trucs aussi qui apparaissent aussi basiques, qui ne sont pas tant que ça, même vis-à-vis des professionnels. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, bon, indépendamment de ça, devant ces gens-là, il y a un vrai sujet, quoi. Le private equity, ils se font. Enfin, moi je leur dis, mais donc, tu considères... le private equity, c'est des actions. Vous savez, c'est des actions, les private equity. Ah bon? Bah oui. Non, oui, tu vois, elles ne sont pas cotées sur un marché libre. Alors, voilà, je dis, écoute, mais parfois, elles sont cotées quand même. Auchan a une bourse privée. Voilà, les énormes capitalisations familiales, une bourse privée avec un comptable qui tous les ans dit le cours de l'action c'est tant. Voilà. Je leur dis des fois pour les provoquer, mais tu sais, tu peux acheter un ETF sur le marché action mondial, tu te bandes les yeux, tu regardes jamais ton ordinateur pendant 6 ans, ça va te faire comme du private equity. Voilà, c'est ça. Non mais... Bon, mais alors ça veut dire... Non, mais je trouve ça très intéressant. Toi, tu penses que le modèle du family office, parce que là, c'était le cas, c'est-à-dire c'est un gars qui fait fortune et qui confie l'intégralité de la gestion de cette fortune à une équipe. Oui, ça, déjà, un problème. Ça, c'est dangereux, voilà. Ça dépend de l'équipe, bien évidemment. Mais bien sûr, ça dépend de l'équipe, mais... Il faut se former. Voilà, mon message, il faut se former. On ne confie pas son pognon comme ça, du jour au lendemain. Quitte à perdre apparemment perdre du temps, mais en fait, en gagner dans le temps long, voilà. Puis après, il y a toute une série d'aspects qui ne sont pas liés à la rentabilité, qui sont liés à la fiscalité, à la succession, à la transmission. Mais ça c'est de la technique. En revanche, l'appréhension du risque... L'appréhension des risques et des opportunités. Il n'y a pas que le risque dans la vie. Voilà. Et ça demande un effort additionnel. Bon. Voilà. Alors la finance folle, oui, je voudrais juste te rappeler un truc, parce qu'il y en a qui vont nous raconter, il faut réguler, c'est dangereux, c'est dangereux, etc. Je voudrais juste te rappeler un chiffre. En 2007, si on se souvient, la bulle immobilière américaine, l'encours des mortgages, c'est-à-dire des prêts hypothécaires, c'était combien du PIB, selon toi? J'en sais rien. 72% du PIB. Ouais. Là, on est en train de parler de trucs qui ne représentent pas 0,01% du PIB. Donc, oublie. On me racontait les histoires des prêts étudiants il y a 10 ans. Tu vois, les prêts étudiants, je leur disais, oui, c'est beaucoup, mais c'est 3-4% du PIB. Ouais. Voilà, donc, ou 5%, si tu veux. Voilà. Qui sera l'un des prochains sujets, d'ailleurs. C'est un sujet plus... Sur la table pour Biden, et c'est un sujet... sans doute aussi très très important pour les États-Unis d'Amérique. Qui n'est pas que financier d'ailleurs. Mais qui n'est pas financier en fait. Enfin, il pourrait l'être. Il pourrait l'être, mais il est. Voilà, c'est ça. Absolument. C'est l'idée d'une génération qui démarre lestée avec ce poids-là. Bon, parfait. Sinon, sur le taux d'IS, le taux d'IS, il va passer de 21 à 28 selon Biden. Mais il y a déjà des oppositions au sein même du camp démocrate. Il y a un sénateur connu. Oui, c'est pas gagné. Oui, c'est pas gagné. Et puis il peut le faire en plusieurs années, tu vois. Et puis de toute façon, parce que je sens bien les discours qui vont arriver en France. Ça a déjà commencé. On est à contre-courant. Voilà, on est à contre-courant. Pour une fois qu'on n'est pas trop con. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, les autres nous rejoignent, mais nous, en fait, on ne peut pas vivre sans être bien au-dessus des autres. On va juste rappeler que la fiscalité corporate en France largement supérieure à celle des États-Unis. Là, on va revenir. On est descendu à 27,5 à peu près avec Macron. S'il remonte à 25, on va être bien, quoi. Voilà. Mais attends, là, tu parles que du taux d'IS. Oui, je parle du taux d'IS. D'abord, il faudrait regarder le taux. Ah oui, tu mets tous les impôts qui pèsent sur les entreprises. C'est ça qui compte. La fiscalité, les cotisations sociales employeurs, les impôts de production, etc. C'est ça qu'il faut regarder. On n'est pas à contre-courant, vous inquiétez. On n'est pas à contre-courant. Pour une fois niveau fiscalité, on est bien. On est champion du monde. Et là, le maire est bien, d'ailleurs. Il s'accroche à son idée qu'il ne va pas augmenter les impôts et qu'il va même continuer de les baisser. Absolument. Alors là, pour une fois qu'on a un ministre des Finances relativement... pertinent, on l'appelait comme ça. C'est assez rare. On va s'en féliciter. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie sur Bismart.